À quoi ressemblerait notre quotidien sans aucune addiction? Avant de répondre à cette question, intéressons-nous plus en détail sur ce qu'est une addiction. Selon l'OMS, l'addiction est définie comme un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Plus concrètement, ça fait référence à une dépendance à court, à moyen et ou à long terme à une substance tangible qu'on pourrait imaginer par du tabac ou encore de la nourriture, ou alors à un comportement intangible comme Internet, le sport ou encore la lecture. Mais avant toute chose, que sont ces addictions? Cette première addiction dont on va parler est la plus dévastatrice de toutes, celle aux drogues dures. Celles-ci sont considérées comme les plus addictives et plus toxiques que les douces. Ce terme regroupe un large éventail de produits comme par exemple les opioïdes, le fentanyl, le GHB ou encore le LSD. Et j'en passe car le nombre est hallucinant. Parmi celles-ci, nous pouvons les séparer en trois catégories distinctes: les stimulantes, les dépressives et les perturbatrices. Comme leur nom l'indique, les effets post-ingération sont différents selon quelle substance de quelle catégorie a été prise. Les drogues dures stimulantes auront des effets plutôt ciblés vers l'euphorie, une excitation soudaine, une diminution de la fatigue, un accroissement de la confiance en soi, des capacités physiques et intellectuelles supérieures, et un sentiment de satiété. En ce qui concerne les drogues dures dépressives, les effets tendront plus vers les suivants: de l'apaisement, de la désinhibition, une antidouleur et de la somnolence. Tandis que les drogues dures perturbatrices seront plus à même de donner des effets anesthésiques, de modification des perceptions sensorielles, d'hallucinations, d'introspection et des pertes de repères dans l'espace. À court, moyen et long terme après l'ingération, les risques de prise répétée s'intensifient de plus en plus. Parmi ceux-ci, nous pouvons retrouver les suivants: l'overdose, suite à une surdose consommée, l'infarctus du myocarde, ou communément appelé crise cardiaque, l'hypertension artérielle, la détresse respiratoire, l'hypothermie ou l'hyperthermie, la déshydratation, une dépression, l'agressivité, voire la paranoïa, des AVC, des convulsions, voire des crises d'épilepsie, des risques de transmission d'IST et des bad trips. Bien que scientifiquement le terme drogue douce n'est pas employé car il n'existe aucune drogue autre que dure, nous allons quand même utiliser ce terme afin de différencier les drogues dures, dites illégales et considérées comme les plus dangereuses, à leur homologue, les drogues douces, qui équivalent au tabac, à l'alcool et au cannabis. Dans la société, le qualificatif douce n'existe uniquement que pour désigner des produits, licites ou non, auxquels une faible dépendance psychique y est associée. Certains font même l'apologie de ces drogues via les médias, que ce soit par la télé, la radio, ou encore même des affiches publicitaires, comme par exemple l'alcool ou le tabac. Mais d'ailleurs, parlons un peu plus de lui. Dans notre société actuelle, le tabac a toujours été vu comme quelque chose de stylé, voire romantique, et ce malgré les préventions sur les paquets qui devraient refouler les consommateurs à en acheter. Dans énormément de médias anciens, quand l'industrie du tabac était en pleine effervescence, l'homme fumant était charismatique. La femme qui fumait était vue comme romantique, voire fatale, ce qui contraste avec les campagnes de sensibilisation que nous pouvons voir à l'heure actuelle. Parmi les figures masculines qui ont rendu les cigarettes attractives, comment ne pas citer Thomas Shelby dans Peaky Blinders, ou même Jean Dujardin, qui a arrêté depuis la naissance de sa fille mais qui a incarné des personnages fumeurs dans ses films. Néanmoins, les risques sont non négligeables concernant cette substance. Une consommation régulière et importante peut entraîner divers problèmes de santé, qui peuvent s'ensuivre d'un décès. Ces risques peuvent être présents chez tout le monde, que ce soit un humain en bonne santé, comme une femme enceinte, ou encore pour les enfants. Parmi ces risques, nous pouvons retrouver les suivants: le cancer du poumon, le cancer de la langue, de la bouche et du pharynx, le cancer du rein, le cancer de la vessie, une BPCO, qui est une bronchopneumopathie chronique obstructive, et de l'asthme, chronique ou à l'effort. De plus, le tabac est régulièrement consommé avec notre second sujet, porté sur les drogues douces, l'alcool. La consommation de ce dernier est responsable directement et indirectement d'une soixantaine de maladies. Il est l'un des responsables principaux des accidents de la circulation et ceux du travail. Ingérer de l'alcool avant de conduire multiplie par 17,8 le risque de causer un accident mortel. Et pour cause, dès le premier verre pris, vous pouvez apercevoir une diminution de la vigilance, ainsi que des réflexes et des modifications de la vision, comme par exemple une réduction du champ de vision, ou une vision qui met plus de temps à se stabiliser. Mais l'alcool a également un autre effet, la désinhibition. Mais qu'est-ce que c'est? La désinhibition représente le fait de mettre de côté sa peur, sa timidité ou tout autre frein lié aux comportements sociaux. Les paroles deviennent sans filtre, les émotions sont brutes, et les réactions peuvent se retrouver brusques, voire violentes. En plus des réactions que je viens de citer, d'autres sont à prendre en compte lorsque quelqu'un boit. D'une part, on peut retrouver les risques à court terme, un comportement impulsif voire violent, des troubles de l'attention et de la concentration, de la somnolence, des troubles de l'élocution, une rougeur de la peau, comme par exemple la fraise à la place du nez, des nausées ou des vomissements, des allers-retours constamment aux toilettes, des troubles ou des pertes de la mémoire. Selon la quantité ingérée, des réactions plus sévères peuvent être rencontrées, comme l'impossibilité de réagir, le coma, voire un arrêt respiratoire, ou plus grave encore, un décès. Déjà qu'à court terme, les risques ne sont pas insignifiants. Ceux à long terme ont le don de continuer à faire froid dans le dos, parce qu'on peut retrouver des dommages sévères aux organes, comme le foie, le cerveau, le cœur et l'estomac. Mais également un accroissement des risques du cancer au foie, à la poitrine, à la gorge et à l'estomac.
Mais ne vous détrompez pas, ce ne sont pas les seuls risques, car on peut aussi retrouver les suivants. De l'hypertension artérielle, de l'impuissance au lit, un manque d'envie de se nourrir, des carences à tout va, un sommeil tout sauf réparateur, et pour conclure, de l'anxiété amenant à une dépression sévère et fatale. Et comment ne pas passer à côté de la troisième drogue douce majeure dans notre société, et pourtant illégale dans certains pays, la plante qui se nomme cannabis. Bien connu sous différents noms, ce stupéfiant est détectable de différentes manières, que ce soit via la salive, les urines et le sang. De différentes variétés et manières de consommer, cette plante possède plusieurs propriétés qui amènent aux effets suivants. Un sentiment de détente et de bien-être, une très grande euphorie, une déformation de la perception du temps et de l'espace. Le temps passe moins vite, et notre espace nous paraît différent. L'impression de planer, une désinhibition de la parole et de la relation aux autres. Les effets principaux cités ne sont pas les seuls. En effet, il existe d'autres effets secondaires apparents suite à la consommation de THC, comme moins de concentration, la bouche sèche et de la toux, des yeux qui rougissent avec une dilatation de la pupille, de la somnolence, une augmentation artérielle progressive, une envie de manger soudaine, appelée la fonce dalle, ou bien des maux de tête. On peut voir que déjà, à court terme, énormément de risques plus ou moins importants sont présents, mais à long terme, d'autres symptômes peuvent voir le jour. Ces symptômes, que je peux qualifier de danger, sont tout sauf négligeables. En effet, un consommateur peut voir croître une incapacité à se concentrer sur des tâches simples, une récurrence des crises de panique ou d'anxiété, un déclenchement ou une aggravation de troubles mentaux, ou encore un infarctus du myocarde. Sans amener au trépas, une consommation régulière et à long terme rime également avec l'apparition de bronchites chroniques, qui peuvent conduire à un pneumothorax, ainsi qu'à des cancers de différents éléments du conduit respiratoire, poumons, gorge, oesophage et langue. Un seul décès est survenu suite à une overdose de cannabis, en raison du fait qu'il faut consommer environ 681 kg en l'espace de 15 minutes. Mais si l'overdose est presque impossible, les effets présentés lors de la vidéo apparaissent dès la première taffe, alors ne vous y risquez pas. Dans l'introduction de la vidéo, je vous avais présenté la définition d'addiction en prenant deux termes, une substance et un comportement. On a pu voir différents exemples d'addiction liés à une substance, mais qu'en est-il du comportement? Contrairement aux substances, ici, pas d'ingestion, pas de fumée, ni d'alcool à avaler. Mais l'impact est tout aussi réel. Car Internet a la capacité d'agir directement sur notre cerveau, en stimulant nos circuits de récompense. Chaque clic, chaque notification, chaque interaction agit comme une microdose de dopamine. Et à force, notre esprit devient conditionné à chercher sans cesse ce petit shoot numérique. L'addiction à Internet ne se présente pas de manière uniforme, elle se divise en plusieurs branches, et les deux principales sont sans surprise, les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Les réseaux sociaux sont conçus pour exploiter nos faiblesses psychologiques les plus profondes. Le besoin de reconnaissance, la peur d'être oublié, la comparaison constante avec les autres. Chaque like, chaque commentaire, chaque notification agit comme une petite récompense, renforçant un cycle de dépendance. Résultat, impossible de poser son téléphone plus de quelques minutes sans ressentir une tension, une envie irrépressible de vérifier. Et si quelqu'un avait réagi? Et si un message avait été envoyé? Le cerveau n'arrive plus à supporter, ni l'attente, ni le silence. Les conséquences sont multiples. Ça peut être une anxiété et un stress permanent, par la peur de manquer une information, l'angoisse de ne pas être validé. Une baisse de confiance en soi, à cause de la comparaison permanente à des vies idéalisées, souvent fausses. Un isolement paradoxal, par le fait d'être hyper connecté en ligne, mais de plus en plus déconnecté dans la vraie vie. Ou alors des troubles du sommeil, à cause de la lumière bleue, du scrolling nocturne, et une impossibilité de couper. Chez les plus jeunes, les dégâts sont encore plus alarmants. L'identité se construit désormais à travers un filtre numérique. L'image qu'on donne de soi prime sur la réalité, et la valeur personnelle se résume à des chiffres. Une autre facette d'Internet, les jeux vidéo. Ici, le mécanisme est différent, mais tout aussi puissant. L'être humain adore progresser, gagner, débloquer des récompenses. Les jeux exploitent ce besoin à outrance. Entre les niveaux, les succès, les lootbox, les classements, tout est pensé pour garder le joueur accroché. Les conséquences à court terme sont déjà visibles, comme une désorganisation de rythme de vie, des nuits blanches, des repas sautés, une hygiène négligée, de l'hyperstimulation. Le cerveau est saturé d'images, de sons et d'émotions artificielles. Et enfin, une frustration amplifiée, comme l'incapacité à gérer les échecs dans la vie réelle, après avoir eu le contrôle total dans un monde virtuel. À long terme, les dégâts deviennent profonds, comme de l'isolement social, qui s'image avec la perte de lien avec la famille et les amis, des difficultés à s'adapter au monde réel, où les récompenses sont lentes et les efforts pénibles, de la dépendance psychologique extrême, impossible de ressentir du plaisir ailleurs que dans le jeu. Et qu'est-ce qui rend cette addiction redoutable? C'est qu'elle soit invisible au premier abord. Contrairement à l'alcool ou aux drogues, il n'y a pas de symptômes physiques immédiats. Mais Internet grignote silencieusement le temps, l'énergie, les relations, jusqu'à transformer l'individu en spectateur passif de sa propre vie. Le sport, c'est une des plus belles choses que l'homme ait intégrées dans son quotidien. Bouger, transpirer, renforcer son corps et son esprit, ça nous rend plus forts, plus disciplinés, plus résistants face aux épreuves de la vie. Sur le papier, rien de plus sain. On nous le répète sans cesse. Bouger 30 minutes par jour, c'est essentiel pour la santé. Et c'est vrai. Parce que le sport peut aussi se transformer en obsession, un besoin compulsif, un piège invisible qu'on appelle bigorexie, cette incapacité à vivre sans s'entraîner, ce sentiment de culpabilité immense quand on rate une séance, cette angoisse de perdre du muscle, de prendre du poids du jour au lendemain. Et là, le sport n'est plus une force, il devient une prison.
D'un côté, on a les bénéfices bien connus, une meilleure santé cardiovasculaire, une réduction du stress et de l'anxiété, une confiance en soi décuplée grâce à la discipline et aux résultats visibles, un exutoire puissant pour évacuer les tensions du quotidien. Mais de l'autre, on a des dérives bien plus sombres. Des blessures chroniques, à force de pousser son corps au-delà des limites, des troubles alimentaires liés à l'obsession du physique parfait, des relations sociales mises de côté, parce que tout tourne autour de l'entraînement, une dépendance psychologique qui peut amener à la dépression si l'activité est stoppée, même temporairement. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que le sport peut te donner l'illusion de contrôler ton corps, alors qu'en réalité, c'est lui qui finit par te contrôler. Le vrai danger, c'est quand on ne fait plus de sport pour se sentir bien, mais qu'on en a besoin pour simplement exister. Nous voilà au terme de cette vidéo. Alors oui, j'aurais pu aborder encore plus d'addictions, comme celle à la luxure, au jeu d'argent, au sucre, au travail et j'en passe. Mais j'ai pensé me concentrer sur certains sujets et approfondir avec ce que je sais. De plus, certains des sujets non abordés sont des sujets auxquels j'ai une relation particulière. Alors ce serait mieux de l'expliquer dans une seconde partie. N'hésitez pas à aimer et à commenter la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.